Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Soyez les bienvenus, Conseil national de transition, vendredi 2 juillet, nous avons le plaisir de vous informer jusqu'à 21h30. Tout de suite, l'information avec Bruno et Philippe. Bonsoir les amis. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, de nouveau présent pour le CNT. Donc, je vais parler de deux points d'actualité. Donc, le premier, vous devez vous en douter. Donc, ça fait déjà maintenant 199 jours que notre ami Éric Fiorile est derrière les barreaux et toujours sans aucune raison. Sans aucune raison valable, simplement pour ses idées, simplement parce que les juges et les procureurs qui donc sont fidèles à notre République, ne supportent pas qu'Éric Fiorile dise la vérité et ne soit pas dans la droite ligne de la pensée unique. Voilà, donc toutes nos pensées pour lui, en espérant qu'il pourra sortir bientôt. Deuxième point important dans l'actualité, qui je pense va faire du bruit, c'est que Pierre Barnerias annonce qu'il va tourner une suite au documentaire Hold Up, qui a déjà fait beaucoup de bruit. Et là, il va s'appuyer justement sur tout ce qui se passe en ce moment au niveau des soi-disant injections, qui quelquefois deviennent fatales. Voilà ce que je voulais vous dire déjà pour commencer, et je repasse la parole à Philippe. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour l'actualité, c'est bien entendu le début de l'été, bien sûr, et j'étais ce matin dans les rues d'une grande ville où j'ai constaté que tout le monde sortait et que les restaurants étaient pleins, que les gens ont envie évidemment de s'évader et de ne pas porter le masque à l'extérieur. En revanche, à l'intérieur, dans les magasins, dans les restaurants, voilà, souvent les gens portent leur masque et ils ont l'air d'avoir pris cette habitude et de s'y être fait, en quelque sorte. Voilà, moi personnellement, je ne m'y fais pas parce que je respire très mal derrière, comme sûrement un grand nombre de personnes. Voilà où nous en sommes. Voilà, et puis je voulais aussi peut-être traiter quelque chose qui n'est plus tout à fait dans l'actualité, mais qui n'est pas si vieux, et dont j'ai pris connaissance personnellement également. C'est une vidéo où l'on voit s'affronter sur un plateau de télévision avec Monsieur Hanouna,
Monsieur Boutry, qui est le journaliste que nous connaissons, que nous commençons à bien connaître. Monsieur Boutry qui dit des choses parfaitement courageusement et vraies et qui vont dans le sens de ce que nous dénonçons depuis longtemps. Et de l'autre côté, un certain monsieur, on va le citer, Laurent Alexandre, qui est aussi une vedette des plateaux, qui est là, on ne sait pas. Enfin, c'est très étrange. Il a un rôle de censeur, il a un rôle de gardien du temple, et il est pugnace, il est mordant, il est agressif vis-à-vis de toute personne qui ne pense pas la même chose que lui. Et il est notamment agressif vis-à-vis des personnes comme Madame Orion Caude, qui est une généticienne de niveau international, et dont il conteste évidemment les thèses et les points de vue, alors que lui-même, je crois savoir qu'il est urologue de formation. Ça ne veut pas dire qu'il est ignorant, mais ça veut dire qu'il pourrait au moins avoir le respect des hiérarchies et se rendre compte qu'il a affaire à quelqu'un qui est parfaitement au courant des choses sur certains points, bien mieux que lui, et que lui, il émet une opinion sur le simple fait qu'on a traité d'assassins certaines personnes qui se permettaient de créer des vaccins qui effectivement pouvaient conduire jusqu'à la mort. Et ça, c'est ce qu'avait dit cette dame. Bon voilà, donc il veut absolument calmer le jeu, mais en le calmant, il lance des anathèmes. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes dans le monde journalistique qui s'imposent aujourd'hui sur les plateaux pour non seulement vilipender celles et ceux qui contestent, mais déclarer tout de go que celles et ceux qui ne sont pas vaccinés sont des criminels. Donc, ils retournent en quelque sorte le phénomène. Ce sont eux qui traitent les autres d'assassins, les autres étant évidemment toutes celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés, soit parce qu'ils ne peuvent pas l'être, parce qu'ils sont candidats mais n'ont pas trouvé la place pour se faire vacciner, soit parce qu'ils ne sont pas pressés de l'être. Voilà, donc ce type d'attitude est évidemment propagandiste, éminemment propagandiste. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et ces personnes auront bien sûr des comptes à rendre lorsque les tendances s'inverseront. Et j'espère qu'on n'entendra plus parler de ces personnes et qu'on en verra d'autres sur les plateaux qui ont des choses plus positives et plus calmes à dire. Parce que je pense que quand les gens perdent leur calme sur les plateaux de télévision, c'est grave. Alors, je voudrais quand même souligner de ce point de vue-là le fait qu'un animateur histrion, ce que j'appelle histrion, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour nous faire rire, pour nous amuser, pour faire passer un bon moment à des invités, se prête au jeu de faire venir des experts ou prétendus experts pour parler de choses hyper sérieuses dans une émission où tout le monde doit bien rigoler. Et là, cet animateur-là, il donne tout de même la parole à ceux qui sont contre. En l'occurrence, Boutry a eu du temps, a eu la possibilité de s'enguirlander sur le plateau avec ce monsieur. Et je ne dis pas que ça s'est bien passé, mais il a eu la possibilité de parler et ça n'a pas été coupé. Donc ça, je voudrais quand même le souligner. Je dis pas que c'est un facteur d'espoir immense pour que M. Hanouna rallie les rangs des contestataires de tout ce qu'on nous dit, mais il dit lui-même qu'un garçon comme Jean-Marie Bigard est un ami à lui. Donc ça, c'est en dit long, et que quand il dit des choses, il n'est pas forcément d'accord avec le fond des mots, avec la nature des mots choisis, mais sur le fond, il trouve qu'il a raison. Moi, je dis, voilà, observons le vent tourner peut-être, ou pas, on verra bien comment les choses évoluent, mais tant qu'il y aura de la part de cet animateur et des autres une volonté à un moment donné de rétablir les équilibres et de faire parler tous les points de vue, on n'est pas complètement mort. Voilà, pour l'instant, voilà. Alors pour l'instant, les apparatchiks, c'est-à-dire ceux qui viennent pour répercuter la parole d'État par rapport au vaccin, eh bien ceux-ci sont bien ancrés sur les plateaux de télé. Même le président de la République a demandé, paraît-il, j'ai vu ça également, un sportif de haut niveau qui est un footballeur français qui s'appelle Mbappé, je crois, de bien vouloir se faire vacciner pour entraîner toute la jeunesse derrière lui, ce qu'il a fait. Et visiblement, il a perdu 10% de sa puissance physique, lors notamment du championnat d'Europe qui continue de se dérouler en ce moment, mais sans nous, puisque tous les vaccinés en ont pris un coup dans l'aile, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vrai aussi pour des athlètes que je ne vais pas reciter. Et puis, c'est vrai pour une personne que j'allais voir ce matin, qui est un professionnel et qui en était à sa deuxième piqûre et qui m'a fait dire qu'il ne pouvait pas me recevoir parce qu'il était terrassé par sa deuxième piqûre Covid. Voilà où nous en sommes. Donc, ça veut dire que ce sont des phénomènes qui ne sont pas rares, ça veut dire que ce sont des phénomènes qui se multiplient, ça veut dire qu'il faut être d'une vigilance totale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'actualité. Et puis donc, on va enchaîner peut-être sur le sujet du jour, qui est l'autonomie énergétique pour la France. On va tout d'abord continuer avec un petit peu d'actualité en images et on va en parler un petit peu après. Für die wir als Gesellschaft alle miteinander verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen.
Wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für 1,5 Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst euch das nicht einreden. Alors, si on arrive en septembre avec 30 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a un variant qui est très contagieux. Les hôpitaux sont engorgés très vite. Donc on recommence. C'est ça, hein. On referme les magasins, les salles de sport, les cinémas, les restaurants. Ben moi, je veux pas de ça. Et du point de vue économique, je veux pas de ça. La vaccination, les primo-injections, elles baissent là. Les prises de rendez-vous sur Doctissimo, elles baissent. Je vous le dis comme je le pense, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on prenne de nouvelles mesures. Ces nouvelles mesures, c'est déjà l'extension du pass sanitaire. On commence à le faire, hein, puisqu'il devait être réservé aux événements de plus de 1000 personnes. En boîte de nuit, il sera exigé. Donc, on voit bien qu'on peut étendre son utilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a proposé Martin Blachier il y a quelques semaines, et je suis entièrement d'accord avec ça, pour certaines professions, vaccination obligatoire. Enfin, je veux dire, pour les EHPAD, enfin, à minima pour les professions médicales et paramédicales. Ça me paraît, et pardon de vous le dire aussi brutalement, il y a en effet une liberté, mais il y a aussi la liberté de ne pas exercer une profession médicale. Si on ne veut pas se faire vacciner quand on fait une profession médicale, c'est vraiment un problème. Voilà, quelques images d'actualité que j'ai montées pour vous et j'espère que vous allez réagir dessus. Donc nous avons vu les premières images, c'est la plus grande chaîne médiatique allemande qui fait donc un démenti par rapport à tout ce qu'ils ont pu diffuser. Nous voyons après donc une image donc d'une chaîne française qui elle fait totalement l'inverse et continue sa propagande. Et puis par la suite nous voyons qu'il y a donc du côté de Paris pour l'aéroport, le personnel est victime donc de baisse de salaire sans négociation avec un plan de remise en question donc pour les salariés. S'ils ne sont pas contents, c'est la porte directement. Voilà pourquoi j'ai monté ces images. Je voulais juste dire une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que si ces vaccins étaient si efficaces, pourquoi les vaccinés auraient peur des non-vaccinés? Question. Question toute simple. C'est la question qui court les rues, mais à laquelle il n'y a pas de réponse. Elle est considérée comme insolente, cette question-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, alors qu'elle est logique, tout simplement. Voilà, donc une des explications, c'est de dire que pendant qu'on est vacciné, on est en état de faiblesse pendant un certain temps, le temps en quelque sorte que ce qu'on nous a injecté dans le sang fasse le tour de la masse humaine, j'imagine. Voilà, c'est pas dit comme ça, mais ça pourrait être dit comme ça, ce qui n'a pas plus de sens d'ailleurs. Mais c'est même pas dit. Donc, on n'a pas la réponse à cette question. Elle est taboue au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la poser. La seule chose qu'il faut poser, c'est que si on est médecin, bah, c'est normal qu'on se fasse vacciner, alors que de toute éternité, j'ai toujours entendu que les médecins ne se faisaient pas vacciner, car les médecins avaient d'autres solutions pour éviter de tomber malade que de se faire vacciner, notamment une nourriture plus équilibrée que la moyenne des Français, qui leur suffisait en général largement
pour non seulement survivre, mais ne pas tomber malade. Donc, c'est plutôt à eux qu'il faudrait demander la recette pour ne pas tomber malade, plutôt que de les obliger à se prémunir de la maladie des autres, alors qu'ils font ça, ne pas se prémunir depuis des générations et que ça a toujours bien fonctionné. Il faudrait plutôt leur demander comment ils font pour ne pas attraper les maladies de leurs malades sans se faire vacciner. Ça sera une bonne démarche. Alors que les obliger à se vacciner parce qu'ils sont dans la profession médicale, ça va à l'inverse du constat de tout ce qu'on peut constater au sein du corps médical depuis des décennies, quoi, hein. Donc voilà, on continue de marcher un peu sur la tête et on est dans un narratif, c'est-à-dire dans une façon de raconter l'histoire qui a pour but de faire peur, qui a pour but d'excommunier en quelque sorte, qui a pour but de stigmatiser et de partitionner, c'est-à-dire faire en sorte que la population ne soit plus une, mais soit divisible entre les vaccinés et les non-vaccinés, ceux qui sont testés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui portent le masque et ceux qui ne le portent pas. Voilà, donc ces partitions-là, elles sont mortifères pour une société en général. Et elles sont basées sur une pandémie que personne n'a vue, puisqu'il faudrait redéfinir le sens du mot pandémie, hein, dans la mesure où on n'a pas plus de morts en 2020 qu'en 2019 et qu'en 2018 d'ailleurs. Donc, où est la pandémie? Alors, on nous explique qu'on a revu la définition du mot, mais ça, c'est de la novlangue, ça. C'est pas, ça consiste à dire, parce que je ne sais pas expliquer les choses par les mots, je vais changer le sens des mots. C'est du trucage, c'est de la fabrication, c'est de la contorsion, ça. Ça n'est pas de la science et ça n'est pas de la logique et ça n'est pas de la politique. Donc, obliger les médecins à se faire vacciner, c'est très nouveau. Ce monsieur qui en parle avec beaucoup d'aise n'a pas l'air de prendre conscience qu'il est le premier à vouloir obliger les médecins à se vacciner, alors que depuis des années, ce n'était pas le cas. Il y a eu des vaccins qui effectivement étaient nécessaires, hein, tétanos, TBDT, on l'a tous eu. Et ces nouveaux vaccins, à l'évidence, ont d'autres conséquences. Et il faut aussi parler de ces conséquences au niveau presque financier, puisque il y a des compagnies aériennes qui interdisent d'ores et déjà aux gens vaccinés de rentrer dans leurs avions, parce qu'ils s'aperçoivent statistiquement que les risques de thrombose pendant le transport sont tels que ça nécessitera de faire arrêter l'avion à l'escale la plus proche, ce qui va coûter très cher à la compagnie. Donc les non-vaccinés circulaient, et par ailleurs, les pilotes de ligne sont obligatoirement vaccinés. Donc ils sont vaccinés et on s'aperçoit qu'ils sont comme tous les autres sujets à des thromboses et que ça peut conduire à des conséquences autrement plus lourdes, évidemment. Donc voilà, on nage dans plein paradoxe. Les assurances disent, nous, on n'assure pas parce que les assurés sont dangereux potentiellement. Nous, on nous dit, on vous vaccine parce qu'autrement, vous allez attraper le Covid-19 et vous allez, si vous n'êtes pas vacciné, contaminer des gens qui le sont. On ne comprend pas pourquoi ni comment. Donc, on est dans un langage, dans une narration qui est cul par-dessus tête et où, je dirais, le haussement du ton est de rigueur. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui nous expliquent tout ça, ben, on peut remarquer que ce soit M. Alexandre que je citais tout à l'heure ou que ce soit ce monsieur que tu as montré très bien, Sylvain, tout à l'heure, ben, ils ont une tendance à monter le ton. C'est-à-dire que là, on rigole plus, quoi. Avant, c'était sympa, mais maintenant, on va vraiment traiter les gens qui ne se font pas vacciner d'assassins. Et on va vraiment demander aux médecins de bien vouloir se vacciner pour montrer l'exemple. Et on va vraiment demander aux sportifs de haut niveau de se vacciner de façon à montrer l'exemple aux jeunes, quitte à ce qu'ils perdent 10 à 15% de leur capacité sportive, voire même qu'ils ne les récupèrent jamais. Donc ça, est-ce qu'on n'est pas dans une phase finale de quelque chose d'urgent qui ressemble à une panique et qui fait peur, alors que nous, du côté du CNT, ben, on gère une sorte de sérénité parce qu'on sait ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à laisser dans ce narratif. Et en tout cas, on est du côté des médecins tels que Henri Oncaude, on est aux côtés des parlementaires tels que Madame Vonner qui a le courage de dire « je ne suis pas d'accord » et sa parole compte au moins autant que celle d'un autre parlementaire, etc., etc. Bon, on va citer d'autres grands médecins, Raoult, Perron, évidemment, que tout le monde connaît maintenant, qui sont devenus médiatiques. Et on peut aussi citer donc Monsieur Fourtillan, le docteur Fourtillan, qui, à l'heure où nous parlons, serait toujours soit en HP, soit en prison, je ne sais plus exactement, mais en tout cas privé de liberté. Donc voilà, on vit dans un drôle de monde, c'est à chacun de se faire son opinion, mais pour se faire une bonne opinion, il faut aller à la bonne source d'information, donc surtout, venez nous voir, venez nous écouter. Au CNT, on dit des choses vérifiées, on dit des choses non pas pour être contestataire dans l'âme, mais parce qu'il a été identifié un certain nombre de problèmes et que ces problèmes, nous ne souhaitons pas les passer sous silence au profit de la doxa et de la doctrine de gens qui ont la jugulaire sous le menton, comme on disait des militaires, c'est-à-dire qui ont le verbe haut. Voilà. Je passe la parole là. Sylvain, peut-être?
Non, je crois que Bruno voulait rebondir également Ah, sur le sujet. d'accord. Non, moi je voulais simplement compléter ce que disait Philippe par le fait que beaucoup de gens qui se prétendent sachants ne sont pas sachants du tout. Moi, je fais confiance au niveau de la science aux gens qui sont reconnus, qui ont publié et qui sont reconnus dans le monde entier, sauf en France. Je cite par exemple le professeur Raoult, comme tu as parlé, Philippe, et Madame Alexandra Henriot-Caude, qui est une généticienne de l'INSERM, totalement reconnue dans le monde entier, sauf en France. Voilà ce que je voulais dire. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. La montée en puissance du nucléaire après le choc pétrolier a permis de diviser les importations de pétrole par deux. Mais l'indépendance énergétique du pays ne s'améliore plus depuis un quart de siècle. Malgré le nucléaire, malgré les énergies renouvelables, malgré une consommation mieux maîtrisée, la France reste très dépendante des importations de pétrole et de gaz. Le taux d'indépendance énergétique du pays atteint 53,1% selon les chiffres du Commissariat général au développement durable. Cela signifie que la production d'énergie tricolore couvre à peine la moitié de la consommation seulement. La France a fortement réduit sa dépendance aux importations d'hydrocarbures après le choc pétrolier de 1973, en lançant un vaste programme de construction de centrales nucléaires. Le but, remplacer une production d'électricité réalisée majoritairement à partir du fioul lourd. À l'époque, il fallait investir massivement pour réduire les importations de pétrole et faire face à une consommation d'électricité qui augmentait de plus de 7% par an. Aujourd'hui, malgré la remontée du cours du pétrole depuis 15 ans, il est devenu plus difficile de réduire la consommation d'hydrocarbures. L'électricité est très majoritairement décarbonée. Les marges de progression sur ce plan sont donc minimes et les besoins du secteur de transport n'ont cessé de progresser. Augmentation du parc automobile et hausse du poids des véhicules. Développement du transport de marchandises par la route, déclin du fret ferroviaire. Le Conseil national de transition a des solutions et notamment la solution pour donner l'indépendance énergétique à la France. C'est notre sujet de ce soir et nous allons en débattre avec Philippe et Bruno. Merci Sylvain. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de tout ça sur le plan technique et après Philippe complétera les choses sur un plan plus politique. Je me souviens d'un vieux slogan qui est sorti au moment de la crise du pétrole et qui disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Mais moi je voudrais aller plus loin là-dessus parce qu'en fait en France on a des ressources énergétiques. Et principalement 3 ressources énergétiques. Souvent, on ne pense pas à ça. Première ressource énergétique, c'est le soleil. Deuxième ressource énergétique, c'est la mer, c'est l'eau. Et troisième ressource énergétique, c'est la chaleur du sol, ce que certains appellent notamment la géothermie. Il faut savoir que, alors je vais rentrer un petit peu dans le détail. Le soleil, il faut savoir que donc l'énergie solaire couvre le territoire français et chaque seconde, les rayons du soleil produisent suffisamment d'énergie pour alimenter tout le pays. Le problème, c'est de pouvoir la capter, cette énergie. L'eau, la mer, il y a 2 façons d'utiliser l'eau et la mer. Première façon, c'est d'utiliser l'énergie des vagues. D'utiliser par exemple comme l'usine marémotrice de la Rance en Bretagne le fait depuis déjà presque 60 ans. La deuxième façon, c'est d'utiliser cette eau pour la décomposer en hydrogène et en oxygène grâce à de l'électricité produite par le soleil, par exemple. À partir de là, on va produire de l'hydrogène qui va pouvoir faire fonctionner des voitures sans aucune pollution. Et puis on aura en plus de l'oxygène qui va être libéré et cet oxygène peut être utilisé, peut être relâché dans l'air ou être vendu, être utilisé notamment pour la médecine, etc. En ce qui concerne l'énergie du sol, il faut savoir que presque la moitié du territoire français se trouve dans des zones où il existe des failles volcaniques et où de l'eau chaude sort du sol. Vous savez que chaque 10 mètres de profondeur, plus on descend, donc chaque 10 mètres, on a pratiquement 1 degré de plus par rapport à la chaleur de la planète. Donc, les endroits où on peut utiliser la géothermie, ce sont des endroits qui sont
plus chaud qu'ailleurs, c'est-à-dire des endroits où on a par exemple des anciens volcans comme en Auvergne. Vous avez par exemple sous le département du Puy-de-Dôme et de l'Allier, vous avez une immense nappe de lave en profondeur, à 10 km de profondeur, ce qui fait que vous avez énormément d'endroits où vous avez de l'eau chaude qui ressort. Par exemple, vous avez de l'eau chaude qui ressort à 80 degrés à la station thermale de Bourbon-l'Archambault. Vous avez à Chaudes-Aigues aussi, et pas mal d'endroits dans tout le Massif central. On a aussi donc des zones géothermiques en Alsace, en grande partie du territoire alsacien, et aussi dans les Pyrénées. Il faut savoir que le mot Pyrénées vient de la racine pyrène, ça correspond on parle de pyromane, on parle donc ça vient par rapport à la chaleur du sol. Et en Espagne aussi, on a des anciens volcans qui sont tout près des Pyrénées, dans la région de Gironde. Donc il y a des endroits en France nombreux où on peut utiliser la chaleur du sol, alors avec des techniques de géothermie ou des techniques de pompe à chaleur. Donc, déjà, dans un premier temps, dire que la France n'a pas de source d'énergie, c'est faux. Si je reviens sur le solaire, actuellement, les 57 réacteurs nucléaires qui continuent d'exister produisent environ à peu près 57 000 mégawatts de puissance. On a calculé qu'avec 57 000 hectares de panneaux solaires, eh bien, on produira à peu près la même énergie. Parce qu'il faut savoir qu'un hectare produit 1 mégawatt. Un hectare de panneaux solaires produit 1 mégawatt. Alors, certains vont nous dire, oui, mais les panneaux solaires, il faut pouvoir les recycler après, etc. C'est beaucoup plus facile à recycler que le nucléaire. D'autre part, il faut savoir qu'en France, il y a des centaines de milliers d'hectares de toits disponibles, sans être obligé d'utiliser les surfaces agricoles sur lesquelles on peut mettre des panneaux solaires. Que ce soit au niveau de villes, que ce soit au niveau de grandes surfaces, par exemple des hypermarchés sur les parkings, etc., ou sur les toits, mais que ce soit aussi au niveau local, même au niveau de l'individu, sur les maisons. Donc, on peut envisager la fabrication d'énergie en France, non seulement par des grandes centrales qui contrôlent toute une région, mais aussi au niveau local, ce qui permet aussi au peuple d'avoir sa propre production indépendante d'énergie. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que l'État cherche toujours à contrôler tout. Mais si on combine des grandes centrales de production d'énergie, notamment solaire, avec des petites unités locales, on peut arriver à produire autant d'énergie que les centrales nucléaires actuelles, ce qui fait que dans ce cas-là, eh bien, toute l'énergie qui est produite actuellement par les centrales nucléaires peut être revendue à l'étranger. Donc non seulement on fait rentrer des devises dans le pays, mais en plus on a l'indépendance totale énergétique. Et il faut savoir qu'il existe, notamment dans le nucléaire, des nouvelles techniques qui n'ont jamais été appliquées. Je prends par exemple ici, là, c'est le magazine Science TV de 2011, novembre 2011, où on parle de sans uranium, c'est possible. Il existe des techniques qui sont par exemple les centrales à sel fondu, centrales à sel fondu au thorium. C'est donc au lieu d'avoir des barres de combustible, on a du combustible qui est liquide avec du thorium. Alors, c'est un système qui est très intéressant parce qu'il est 10 000 fois moins dangereux et produit 10 000 fois moins de déchets que les centrales nucléaires actuelles. Il n'a pas été utilisé jusqu'à maintenant, tout simplement parce que ça gênait les militaires, parce que ça ne produit pas de plutonium. Donc, on ne peut pas faire des bombes avec. Alors, il est un peu décrié, ce système, parce pour l'instant, il n'en est qu'au stade expérimental. Mais il faut savoir que des pays comme la Chine sont en train de le développer et qu'il y a déjà eu des prototypes de réacteurs qui fonctionnaient comme ça. En plus de ça, ce système permettrait de retraiter un certain nombre de déchets produits actuellement par les centrales actuelles. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il existe des possibilités, mais que souvent, elles sont stoppées pour des raisons politiques ou des raisons de contrôle du peuple par le pouvoir. Donc, si on parle d'indépendance énergétique du pays, à partir de là, on a, comme je disais tout à l'heure, le niveau national, où on peut avoir des compagnies comme EDF qui peuvent développer des centrales de production, et on peut même,
si on a l'intelligence de le faire, par exemple, installer des sites de panneaux solaires sur des zones agricoles, mais avec des panneaux solaires mis en hauteur, c'est-à-dire avec 3 ou 4 mètres de hauteur. Et en dessous, on met des cultures qui peuvent être faites au niveau agricole et qui vont profiter de l'ombre. C'est-à-dire qu'on peut combiner les deux sans nuire à l'agriculture. De même, on peut installer des zones de panneaux solaires sur des zones montagneuses où personne pourrait cultiver. C'est-à-dire des zones en pente de 45 degrés, mais orientées vers le sud. Il y a énormément de possibilités dans la France. En ce qui concerne la mer, il y a plus de 5000 km de côtes qui entourent le pays, sans compter les dom-toms, sans compter donc l'énorme surface qui dépend de la France dans le monde entier au niveau maritime. Donc on pourrait utiliser, les techniques existent, on peut utiliser l'énergie des vagues, on peut utiliser l'énergie produite par les marées. Alors je parle pas trop de l'éolien parce que l'éolien est très décrié, parce que d'abord c'est moche et parce que quand on construit une éolienne, eh bien d'abord il y a un coût énergétique important pour la construire, et puis il y a des socles de béton qui sont énormes et qu'après on peut pas réutiliser et qui polluent en fait le milieu, aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau marin. C'est pour ça que l'éolien est assez décrié. Alors on va nous répondre, oui, mais toutes ces nouvelles techniques énergétiques, il y a un gros problème, c'est le stockage. Alors, je ne vais pas parler des batteries, parce que ça, c'est périmé. Je vais parler des techniques qui existent actuellement pour stocker l'énergie. On peut stocker l'électricité produite par le solaire ou par d'autres méthodes, avec différentes méthodes qui existent actuellement, qui sont par exemple des réservoirs à air comprimé, qui peuvent fonctionner au niveau local, qui permettent de stocker de l'air comprimé dans la journée avec l'électricité produite, et la nuit, c'est restitué en électricité. Deuxième possibilité, c'est d'avoir justement des sels fondus qui sont chauffés pendant la journée, et la nuit, ces sels se refroidissent et produisent de l'électricité. On a aussi d'autres techniques comme celles qui ont été utilisées par Gunther Pauli sur une des îles des Canaries, El Hierro, c'est de construire des petits réservoirs adaptés à la production électrique, des réservoirs avec deux niveaux différents. Des réservoirs d'eau avec des pompes réversibles. C'est-à-dire que pendant la journée, l'énergie solaire qui est produite va faire tourner les pompes pour faire monter l'eau du bas vers le haut. Et pendant la nuit, l'eau du haut va descendre en bas en faisant tourner des turbines. Ce qui permet d'avoir un stockage. Et en même temps, le fait de construire des plans d'eau peut permettre aussi de faire de la pisciculture, de l'élevage, et puis aussi éventuellement alimenter en eau pour l'irrigation. Donc tout ça, ça peut s'envisager à grande échelle, mais ça peut s'envisager aussi au niveau local. C'est-à-dire, je pars du niveau des centrales, comme les centrales nucléaires actuelles, qui apportent de l'électricité à toute une région. Le problème, c'est que quand on transporte cette électricité pour l'envoyer d'un point A à un point B, les lignes à haute tension ont une déperdition d'environ 10%. C'est-à-dire qu'on perd cette électricité, on en perd une bonne partie. En plus de ça, c'est moche. Donc il y a ce niveau-là, mais il y a aussi un niveau plus bas qui peut être le département. On peut avoir des centrales qui produisent de l'électricité au niveau départemental, et on peut avoir des centrales qui produisent de l'électricité au niveau de la commune. Et on peut avoir aussi une production d'électricité locale au niveau des individus. À partir du moment où on peut mettre des panneaux solaires sur une maison, eh bien, on peut avoir cette indépendance énergétique au niveau de la population. Et ça ne plaît pas toujours donc, au pouvoir, parce que dans ce cas-là, eh bien, on est maître de sa propre énergie et on n'a pas besoin de payer un compteur, on n'a pas besoin de payer un abonnement à personne. Donc ça, c'est un aspect que le CNT a beaucoup étudié, notamment dans les commissions scientifiques, commissions sciences et commissions habitat. Beaucoup de travaux ont été faits dans les commissions en question par des gens qui sont des professionnels et qui ont des idées et qui ont des solutions que le CNT a étudiées et a travaillées. Mais pour ça, il faut que le CNT arrive donc à donner le pouvoir au peuple pour que toutes ces techniques puissent être mises en place et donner à la France son indépendance. Alors, donner à la France son indépendance énergétique, c'est à la fois permettre au peuple de payer beaucoup moins cher son énergie, mais c'est aussi à la fois permettre à la France de gagner de l'argent.
de faire rentrer des devises. Parce qu'à partir du moment où on aura un surplus d'électricité, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir le vendre à l'étranger. Alors qu'actuellement, comme disait Sylvain tout à l'heure, on est encore dépendant à pratiquement 50% des pays étrangers au niveau de l'électricité. Donc c'est aussi une indépendance au niveau politique qu'il faut avoir. Parce que si par exemple la Russie nous coupe le gaz, ou si l'Algérie ne veut plus nous livrer son gaz ou son pétrole, on fait quoi? Donc c'est très important et c'est ça qui conditionne après derrière toute l'économie. Sans énergie, on ne fait rien. Si on a l'énergie et qu'on dépend de personne et qu'on est indépendant, là, à partir de là, on devient très puissant. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis quand ils ont développé le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Ils sont devenus plus puissants que les pays du Golfe. Et donc, ils ont atteint leur indépendance énergétique. Alors, malheureusement, avec des techniques qui sont dangereuses et polluantes. Donc, on peut faire autrement. On peut faire autrement. Et je vais aborder un dernier point, mais l'aborder très rapidement, c'est qu'en fait, en dehors de toutes ces techniques qui sont connues, qu'on peut développer du jour au lendemain, c'est qu'une question d'investissement. Mais là, on ne parle pas d'investir juste 1 milliard ou 2 milliards comme l'a fait Macron pour l'hydrogène. Là, on parle de faire des investissements de 4 ou 500 milliards d'un coup, dans tout le pays, en l'espace de 2 ans. À partir de là, on peut vraiment l'avoir, cette indépendance énergétique, et on peut aussi avoir en France les filières industrielles qui permettent de fabriquer notamment ces panneaux solaires ou toutes ces techniques sans avoir besoin de l'étranger. Parce qu'à partir de là, les coûts vont dégringoler, mais on sera autonome sur toute la filière. Et ça, c'est très important, parce que pour l'instant, si on parle sans arrêt des voitures électriques, mais le problème, c'est que les batteries sont fabriquées en Chine, et puis elles sont très polluantes. Les panneaux solaires, pareil, ils sont fabriqués en Chine. Même si c'est moins cher, si on les fabrique en France à grande échelle, on peut faire tomber les coûts parce qu'on n'aura pas les coûts du transport. Il faut savoir que depuis le Covid, les coûts de transport pour venir de Chine ont été multipliés par 4. Donc ça fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc je vais aborder un dernier sujet, c'est que la physique quantique a démontré que de l'énergie existe dans chaque mètre cube d'espace. La physique quantique a démontré que des énergies libres peuvent exister. Et là, on va beaucoup plus loin. Et si je me réfère par exemple à Tesla et à d'autres scientifiques, je pense que beaucoup de brevets concernant ces nouvelles techniques ont été mis sous le boisseau et cachés parce que ça devient tellement dangereux, parce qu'à partir de là, tout individu pourrait produire sa propre énergie gratuitement. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement ce soir. Et donc, je te repasse la parole, Philippe, si tu veux rajouter des choses concernant justement le CNT et tout ça. Merci, merci à toi, Bruno. Oui, non, il y a déjà plein de choses à compléter sur lesquelles rebondir dans ce que tu viens de dire. Donc, effectivement, il y a premièrement les choix techniques. Hein. Les choix techniques, ils ne sont pas simplement français, ils peuvent être internationaux. Comme tu évoquais tout à l'heure, le fait de mettre 57 000 mégawattheures, remplacer des centrales par des champs photovoltaïques. Oui, mais un petit bémol, c'est que ça va recouvrir les zones agricoles de morceaux de silice qui ne sont pas exploitables de façon agricole. Je t'interromps 2 secondes, c'est qu'en fait, je n'ai surtout pas dit ça, justement. J'ai dit que je parle des toits qui existent, qui sont disponibles, des toits des supermarchés, des toits des maisons, etc. Rien que sur les toits, ça suffit. Et des zones non exploitables en agriculture, c'est-à-dire des zones de montagne ou en pente, où de toute façon, on ne peut rien cultiver. J'ai parlé d'agriculteurs dans le cas où on construit des centrales solaires, mais en hauteur, c'est-à-dire avec des supports de 3 ou 4 mètres qui permettent de cultiver en dessous, justement certaines cultures qui ont besoin d'ombre. Donc, on peut combiner les deux. Donc, on est d'accord qu'il faut conserver nos terres arables pour d'autres objets, notamment la nourriture et la culture. Donc voilà. Et autre part, on n'a pas trop parlé. On a parlé surtout d'électricité, mais pas de gaz, pas d'hydrocarbures qui sont le gaz et le pétrole, évidemment. Et éventuellement l'huile également. Donc, sur la production d'huile, comme tu le disais tout à l'heure, on a eu la chance de travailler sur des commissions récemment avec des savants, des vrais, des authentiques, mais qui sont des scientifiques, c'est-à-dire qui savent nous dire ça c'est bien, ça fonctionne en laboratoire, mais ça fonctionne pas encore en modèle industriel, mais ça peut à condition d'investir ceci, cela. Donc voilà,
le genre de discours qu'on peut avoir avec des gens de cette qualité. Et j'ai entendu des choses, notamment concernant l'huile. Alors, l'huile de colza, l'huile de tournesol, et puis de l'huile qu'on peut tirer à partir d'algues monocellulaires. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne suis pas savant. Mais ce que disait ce monsieur, c'est que en regardant les chiffres, en termes de productivité par rapport entre les algues et les végétaux que je viens de citer, c'est-à-dire le tournesol et le colza, par exemple, je crois que le tournesol, c'est 950 litres par tonne. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur les rapports, mais disons 950 litres par tonne. Alors que la production d'huile par des algues monocellulaires, c'est de l'ordre de 32 000 litres par tonne. Ça fait un truc de fou, parce que ça fait plus de litres qu'il y a de tonnes. Mais bon, c'est ce que j'ai lu, donc c'est des choses énormes. C'est des choses c'est 30 fois, quoi. C'est 30 fois le rendement. Sauf que aujourd'hui, on n'est pas au point sur la production des algues et qu'il y a de la recherche à faire dans cette direction-là. Donc ça, c'est une vraie direction, c'est les algues. Et c'est pour une production locale, encore une fois, parce que le problème de l'énergie, c'est son transport également. Donc tu as cité les solutions que j'ai découvertes en t'écoutant, à savoir la possibilité de stocker l'énergie électrique dans des systèmes de compresseurs. Donc ça compresse le jour et ça décompresse la nuit, par exemple, ou ça peut décompresser quand on veut. Tout simplement, on peut faire déplacer des objets dans des camions pour aller recréer de l'électricité ailleurs, quoi. Donc, c'est effectivement des solutions tout à fait intéressantes qu'il va falloir creuser parce que le stockage de l'énergie, c'est un point essentiel avec son transport. Et là, effectivement, on est confronté à un certain nombre de problématiques techniques essentiellement. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous les présente aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous les résoudrons demain avec des solutions que tu as très bien citées. Donc, les moyens de progrès, ils sont là. Les moyens de progrès sont là. Tu as cité également Tesla. Alors, évidemment, tout le monde a en tête l'expression de l'énergie libre, qui est quelque chose de quasi biblique que tout le monde a entendu et que personne n'a jamais vraiment vu, puisque les chiffres n'ont jamais été, les équations n'ont jamais été posées sur la table. On n'a pas retrouvé véritablement les travaux de Nikola Tesla, qui est parti en 1943 dans des circonstances très étranges. Mais je pense que ces travaux n'ont pas été perdus pour tout le monde et qu'ils sont conservés quelque part et ils sont appliqués quelque part. Mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous pour l'instant. Donc ça aussi, le CNT s'engage à creuser cette piste et à aller chercher la vérité par rapport à ces travaux scientifiques, en trouver l'origine et surtout faire en sorte de pouvoir les développer pour l'intérêt commun, pour le bien commun, car c'est de ça qu'il s'agit toujours, c'est le bien commun. Alors comment rendre la France indépendante de façon énergétique? Je dirais comment rendre la Terre entière indépendante en matière énergétique. Parce que si on part sur la France, on va faire de la politique. On va dire, aujourd'hui, ça fonctionne comment? C'est très simple. Aujourd'hui, la France était en solde positif, c'est-à-dire vendait de l'électricité à l'extérieur jusque dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Et puis, depuis cette date-là, il y a eu une inversion des courbes, c'est-à-dire que la France est devenue telle consommatrice d'électricité que il a fallu acheter de l'électricité à l'extérieur. Et la France n'est pas spécialement mal placée dans le peloton des pays européens, puisqu'elle dispose de différentes solutions technologiques avec les centrales nucléaires, ça va sans dire, mais également hydrauliques pour les solutions locales, éolien, on sait comment, et puis panneaux solaires, pourquoi pas. Et toutes les solutions sont possiblement appliquées en France. La solution géothermique est tout à fait une bonne piste, mais ça, c'est pour les particuliers. Alors, l'essentiel de l'énergie qui est réclamée, c'est pour l'industrie aujourd'hui. Alors, deux choses l'une, soit on va baisser la consommation d'énergie dans l'industrie par des technologies, ce qui est une piste intéressante, soit on va faire baisser effectivement le coût de production en produisant sur place plutôt que de faire venir du pétrole, pas de Chine parce qu'ils n'en ont pas, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas, mais de pays du Golfe par exemple, avec des coûts de transport qui vont grever très sérieusement, le prix à l'arrivée, à la pompe comme on dit, et qui plus est vont arriver vers des niveaux de pénurie qu'on nous promet depuis à peu près tout le temps, qui vont faire qu'un jour ça arrivera et que le pétrole deviendra rare par décision ou par réalité, quoi. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se rende indépendant, je pense, localement. Donc, tu as bien cité, tu as pris le cadre de la maison, quand tu mets des panneaux photovoltaïques, c'est sur une maison.
on peut stocker la nuit, pourquoi pas. Et le but de stocker, c'est d'utiliser tout ce qui est chaleur, hein, c'est-à-dire produire de la chaleur pour se chauffer tout simplement. Dans une maison, c'est important. Et deuxièmement, pour faire la cuisine, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans une maison qui mérite une chaleur forte. Donc voilà, donc ça c'est pour les individus. Alors pour les individus, j'ai envie de dire oui, small is beautiful, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les panneaux photovoltaïques ne sont pas plus installés sur les toits des maisons françaises? Alors on peut se dire les Français sont réticents, les Français sont des Gaulois réfractaires, mais c'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une filière photovoltaïque qui a été décidée un jour par le gouvernement français, avec des systèmes de financement d'installation des panneaux par les particuliers qui ont été très bons au début, pilotés par l'EDF pour se garantir d'une sécurité technique et payés par l'EDF. C'est-à-dire que cette électricité, elle était revendue à l'EDF. Et dans le cadre d'un contrat bidécennal, hein, donc sur 20 ans, où chaque personne pouvait dire, ben voilà, je sais que mon électricité, ça va me rapporter à peu près tant de kilowattheures, que je vais revendre tant sur un contrat qui dure 20 ans et avec un réajustement du prix prévu dans le contrat. Ça a duré quelques années, et puis au bout desquelles, EDF s'est dit, mais là, je suis en train de perdre ma chemise, je suis en train de revendre mon business à des particuliers, quoi. Et donc, ils ont stoppé, ils ont dit, ben non, on peut plus, donc on va arrêter de rembourser 60, ça sera 50, et puis l'année d'après, ça sera 40. Et il y a eu comme ça un plan établi pour diminuer le niveau de remboursement, le niveau d'achat, en quelque sorte, de l'électricité surnuméraire produite par les particuliers pour la revente à EDF. Et donc, la filière s'est écroulée de par cette décision politique et purement politique d'écrouler la filière, tout simplement. Hein. Et c'est ce qui s'est passé en 2011, de mémoire. La filière a été écroulée. Alors, l'autre solution, c'était de faire baisser les prix des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une bonne piste. Ça reste une bonne piste, car aujourd'hui, si je ne vais pas parler d'argent ni de prix, mais ça coûte encore cher aujourd'hui pour un particulier de faire installer des panneaux sur son toit. Installation, matériel, technologie, vérification, intervention de l'EDF, comment dirais-je, faire de la VRD en quelque sorte, hein, creuser des rigoles pour faire passer les câbles, etc. Donc c'est une infrastructure un petit peu lourde. Mais on a vu lors de la session Habitat en particulier, que je supervisais également, qu'il y a des solutions simples pour pas cher. Avec 1 200 € de matériel, on peut résoudre son problème avec des panneaux photovoltaïques tout à fait corrects. La seule bémol, c'est que l'installateur doit être un ingénieur. Donc on fait ça, les ingénieurs peuvent le faire, construire leur maison, installer ça, faire ça avec un copain, c'est tout à fait possible, à condition de ne pas se planter. Hein. Moi j'en ai vu dans les campagnes des gens, des ingénieurs qui ont monté des choses. Bon, c'est toujours des initiatives un peu personnelles, elles sont pérennes ou pas pérennes, pratiques ou pas pratiques, difficiles à revendre ou faciles à revendre, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Il n'y a pas de solution générale, pas de solution générique, mais chacun a de sa solution, de son inventivité, et il y a en la matière beaucoup de créativité. Pour autant, est-ce que c'est vers ça qu'on veut se diriger? Je ne sais pas, parce que tout ça, je ne sais pas, parce que c'est pas forcément reproductible partout, tout ça, hein. Donc, si on cherche des modèles reproductibles, il faut aller plutôt chercher sur la création d'un carburant. Alors, le carburant, effectivement, l'huile, c'est pas mal. Parce qu'on sait qu'on peut faire des moteurs à l'huile aussi bien qu'on peut faire des moteurs au pétrole. C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais d'après certains, c'est un tour de passe-passe facile à faire. Donc voilà, donc ces énergies-là, elles sont tout à fait atteignables. L'utilisation de ces énergies huiles est tout à fait atteignable avec des technologies qui sont pas loin de nous, qui sont à notre portée pour remplacer tout simplement les hydrocarbures et faire en sorte que pour ça, on n'utilise pas la moitié de la terre arable du pays, quoi. Philippe, il y a surtout l'hydrogène, hein, parce que l'hydrogène, on peut le produire Alors, d'une manière illimitée avec le soleil, avec oui. l'électricité du soleil, et l'hydrogène peut être utilisé à la place du pétrole. Oui, alors ça, c'est oui. Alors, pour en avoir parlé avec les mêmes personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est oui, mais à terme. Pour l'instant, on ne maîtrise pas trop. Par contre, ce qui est vrai, c'est le moteur Panton, hein, à ne pas confondre avec des moteurs à eau qui sont abusivement appelés moteurs à eau. Mais les moteurs Panton, oui, sont basés sur la projection d'un brouillard d'eau qui va faire en sorte qu'on peut mélanger ce brouillard avec du carburant classique, c'est-à-dire des hydrocarbures, pour faire avancer la voiture, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, on économise tout simplement entre 20 et 30% de la consommation, ce qui est déjà pas mal. Mais ça, c'est une logique d'économie. Ça n'est pas une logique de gratuité ou une logique une filière, quoi. Ça n'est pas une filière.
Donc voilà, donc toutes ces solutions existent. Alors je voudrais revenir sur l'aspect politique, sur l'aspect de la distribution de l'énergie. Donc aujourd'hui, gaz, pétrole, nous n'en produisons pas. Par contre, nous en recevons par la mer depuis l'Algérie, par les pipelines depuis l'Ukraine, par exemple. Euh, et ça a un coût énorme. Et en plus, c'est un danger énorme parce qu'il suffit de tourner une valve et on n'a plus d'approvisionnement, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Et comment fait-on dans un pays quand on n'a plus d'énergie? Ah, c'est embêtant. Quand on nous a coupé l'électricité, embêtant, etc., etc. Bon. Alors, sur les transports de l'énergie et notamment de l'électricité, moi j'ai entendu des choses intéressantes, même en France, hein, sur du 400 000 volts, qui est le voltage habituel des lignes à haute tension. Aujourd'hui, je crois que le courant est transporté en courant alternatif, si je ne me trompe pas. Et il y a une grande déperdition sur les distances. C'est-à-dire que quand on arrive à 400 000 volts, après, il n'y a plus que, je ne sais plus combien, 200 000. Enfin, on perd de la puissance sur le transport par câble. Alors que si on était en courant continu pendant la durée du transport et qu'on arrive sur zone en transformant le courant continu en courant alternatif, il semblerait qu'on puisse faire déjà là, d'énormes économies à condition de mettre les bonnes infrastructures pour gérer cette conversion. Bon, voilà, c'est des pistes nombreuses et variées. Je ne dis pas qu'on invente la poudre avec cette affaire-là, mais il y a des idées qu'il faut pouvoir reprendre à certains moments et au CNT, évidemment, on sera attentif à mettre des idées bien pensées sur la table de façon à non pas faire plaisir à tout le monde, mais de façon à se relancer dans une autonomie, ce qui était le sujet, comment se rendre autonome. Car c'est le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité, avec les carburants, etc., et les transports d'électricité, que ce soit par câble ou ailleurs? Eh bien, moi, il y a des gens, à la télévision, on voit des publicités pour acheter, par exemple, de l'électricité suédoise. Alors, ça veut dire quoi? Ah bon, en électricité, c'est un opérateur suédois qui va être moins cher que l'EDF. C'est étonnant. Bah oui, alors, et pourtant, l'électricité, pour la plupart des gens qui regardent la télé, elle vient de Suède. Ah, c'était très étonnant, hein, vraiment. Alors évidemment, cette électricité, elle vient pas de Suède, elle est fabriquée en bas de chez vous, mais elle est gérée par un opérateur qui a le droit de venir en France depuis certaines lois et depuis 2016 ou 2017, je ne sais plus, où il y a une interaction entre les différents opérateurs européens qui ont chacun le droit d'aller venir vendre de l'électricité aux Français en vendant de l'électricité française et en étant un opérateur allemand ou suédois ou belge, ce que vous voulez. Donc ça, c'est un grand bonneteau, hein, c'est un jeu, à toi, à moi, mais alors qui perd, qui gagne. Alors c'est assez compliqué. Ben, c'est la même logique qu'avec les opérateurs téléphoniques, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui fabriquent, c'est-à-dire en l'occurrence RDF, EDF, l'agent français qui produit l'électricité au travers des centrales, au travers des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires, et pourquoi pas des champs photovoltaïques, et ceux à qui ils les revendent. Alors, ça me coûte 100, je le revends 150, et celui qui le rachète 150, il le revend 140, alors que EDF le vend 200. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, on fait de la marge, on n'a aucune charge, parce que c'est EDF qui gère tout, et on n'est qu'un commerçant. C'est-à-dire que ces opérateurs étrangers ne sont que des commerçants. Tous les contrats que vous signez, ce sont des contrats fictifs. Enfin, fictifs pas du tout, ils sont tout à fait réels, mais ce sont des contrats qui ne portent pas sur un échange de technologie ou de mécanique ou de système. Non, vous restez strictement sur le même système qu'avant, sauf que ça n'est plus EDF qui gère, c'est un opérateur étranger. Voilà. C'est la même technologie, le même système qu'avec les opérateurs de téléphonie, de télécommunications, qui a été mis en œuvre avec cette péréquation européenne. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une offre suédoise moins chère que l'opérateur français pour la France. Parce que tout simplement le commerçant a décidé de rogner sur sa marge pour prendre de la part de marché chez les Français, tout simplement. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin d'aller chercher de l'électricité, par exemple en Allemagne, parce que tout simplement, on n'a plus l'outil de production, on n'a plus la capacité de production en France. Et oui, on est débordé. On a quand même réussi à faire ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, des voitures à batterie électriques, donc dont on nous vante les mérites au niveau écologique. Moi, j'ai toujours pas très bien compris comment le fin de cycle d'une batterie, c'est pas très écologique, mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel, et qui sont de toute manière à l'électricité. Et ça va faire exploser la consommation électrique. Donc,
cette satisfaction qu'on avait, cet équilibre entre, entre le besoin et la fourniture d'électricité jusque dans les années 80, et on était fiers d'être autonome. Hein. On était autonome de fait à cette époque-là, en termes d'énergie publique. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Qui l'est d'ailleurs? Peu de gens. Il y a des industries comme le charbon qui fonctionnent toujours très bien en Allemagne. Ils savent très bien que ça pollue, les centrales au charbon, mais ils ont que ça, et ils veulent pas mettre du nucléaire parce qu'ils savent que le nucléaire, c'est la mort assurée si jamais il y a une centrale qui pète. Et ça, c'est une responsabilité que n'ont prise que les Français. Hein, a priori, on est le pays au monde avec la plus grande densité de centrales au kilomètre carré. Donc, on a pris cette responsabilité, et on l'assume toujours aujourd'hui. Hein. Voilà, même s'il y a des risques, j'aurais parlé quand même un tout petit peu des risques, hein, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Les risques je voudrais te Oui, vas-y, couper vas-y. 2 secondes, juste pour dire une chose. Il faut savoir aussi qu'il y a un grand problème. C'est le problème d'Internet et de la consommation d'électricité. En plus, avec la 5G, ça va augmenter encore plus. On arrive déjà actuellement à 8% de toute la consommation énergétique de la France, rien que pour le fonctionnement d'Internet, des ordinateurs privés, des centres de données, les serveurs, etc. Ça devient monstrueux et ça va augmenter, d'après les prévisions, de 40% dans les 10 années qui viennent. On aurait dû commencer par là, tu as tout à fait raison, Bruno, de faire le constat de est-ce qu'on a besoin de plus d'énergie qu'avant? Ben, oui, on a besoin d'encore plus d'énergie et de toujours plus d'énergie. Donc, il va bien falloir trouver des solutions pour l'approvisionner à pas cher, et en respectant les problématiques d'écologie qu'on s'est tous fixées les uns aux autres, soit en la produisant sur place. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit, effectivement. Donc, small is beautiful, comme on dit, il va falloir réunir tout un tas de solutions qui peuvent paraître un peu du bricolage à certains niveaux, mais qui sont techniquement fiables et qui peuvent permettre de soulager la consommation dont nous avons besoin et de dire, bah voilà, l'État ne me fournit par le réseau électrique à ma prise, ne me fournit que la moitié de ce dont j'ai besoin. Le reste, je le produis moi-même. Voilà ce qu'il va falloir pouvoir dire. Après, si c'est pas l'État, c'est qui, moi? Bah, ça peut être une commune, et puis ça peut être un particulier qui peut installer dans son champ une éolienne, qui peut installer auprès de la rivière qui traverse son jardin un petit moulin qui va lui générer de l'électricité, jour et nuit, là, pour le coup, sauf en cas d'hiver et quand l'eau gèle, etc., etc. Donc, on est un petit peu dans une logique de pied nickelé, on complète les choses en attendant d'avoir des solutions beaucoup plus universelles et beaucoup plus sexy, si je puis dire, notamment les fameuses sciences de Tesla, la fameuse énergie libre. Donc, encore une fois, personne n'a jamais vu la queue d'un. Même si on sait que ça existe quelque part. Donc, il y aura forcément des révélations technologiques. On en parlait l'autre jour, on disait exactement la même chose au niveau de l'agriculture. On disait qu'il y a des solutions sur l'agriculture pour faire un tas de choses dans son jardin, mais sur son balcon, pour cultiver des choses assez facilement et avec des méthodes qui sont révolutionnaires, et écologiques, et biologiques, et tout ce qu'on veut. Et dans l'énergie, c'est exactement la même problématique. On a des solutions. Pour l'instant, elles sont en arrière-plan. On les a évoquées en termes de stockage, notamment tout à l'heure. C'était très bien, Bruno, sur l'aspect stockage, parce qu'il faut stocker l'énergie. Si on la produit le jour, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Comment on la restitue la nuit, etc. On avance. Maintenant, comment atteindre l'autonomie énergétique? Je dirais qu'on ne pourra pas, en France, atteindre cette autonomie énergétique si l'Europe ne l'atteint pas non plus, si on ne trouve pas des solutions à l'échelle du continent. Car aujourd'hui, la solution, c'est d'importer du gaz et du pétrole. Hein. C'est clair, net et précis. Le but, c'est de couper cette filière-là et de dire on veut arrêter d'importer du gaz et du pétrole. Ça coûte cher, c'est très polluant, ça va chercher ça dans les entrailles de la Terre qui ne le supportent plus, que sais-je encore, et puis voilà, puis il y en aura de moins en moins. Donc, à un moment donné, ça va se tarir. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, on est dans cette recherche-là. Et bien évidemment, oui, bien sûr. Donc, nous on va être capable de mutualiser des systèmes d'énergie, comme par exemple les chutes hydrauliques. Hein, on se souvient tous, d'après la guerre, enfin, peut-être pas, j'étais pas né, mais qu'après la guerre a été créée la Compagnie nationale du Rhône, qui avait pour but justement d'établir des barrages pour
d'une part, canaliser les caprices de ce fleuve qui faisait des dégâts à chaque printemps ou à chaque automne, et deuxièmement, récupérer cette énergie, justement, pour en faire de l'énergie hydraulique, ce qui a été fait avec des barrages qui ont été parfaitement mis au point et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, ils ont malheureusement, je crois, été quasiment privatisés, quoi, hein. Donc, ce sont des sociétés à part entière qui maintenant les gèrent, alors qu'autrefois, c'était le gouvernement. Donc ça aussi, c'est la partie la plus importante, à mon sens, par rapport au sujet qu'on vient de traiter, c'est-à-dire obtenir l'autonomie, machin. On est autonome de rien si on est dépendant de sociétés privées qui nous fournissent une énergie à leur prix, quoi. Et tant qu'on n'a pas la main sur, nous, en tant que peuple, en tant que nation, tant qu'on n'a pas la main sur la nature et la façon de produire l'énergie, et surtout la façon de la pricer, c'est-à-dire d'établir son prix, tout simplement, et sur lequel on doit tous être d'accord et que ça ne devienne pas prohibitif, il faut bien forcément qu'à un moment donné, on ait l'œil dessus. Or, si les moyens de production d'énergie, les gros moyens, sont sous-traités à des sociétés privées, il va sans dire que ça va poser un problème à court terme. Donc voilà, donc c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, hein. Je crois savoir que les centrales nucléaires, elles sont plus ou moins privées, là-bas, hein, toutes privées, et que ce sont des compagnies privées qui fixent des prix, toujours avec la même logique commerciale, qui consiste à dire, bah, c'est le marché qui fixe les prix. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché, comme par hasard, ne sert que les producteurs, ne sert que les vendeurs. Donc, c'est ça qu'il va falloir réviser. Donc, le sujet que nous abordons là maintenant, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet qui consiste à dire comment faire de l'énergie. Est-ce que, en quantité suffisante pour satisfaire à tous nos besoins, sans se polluer, sans faire des choses mauvaises pour la planète, et sans faire en sorte qu'on n'ait plus suffisamment d'argent à la fin du mois pour faire autre chose que d'acheter de l'énergie, quoi, sous forme de chaleur, sous forme de ce qu'on veut. Donc, l'énergie, c'est un thème majeur. Alors, comment peut-on, nous, en tant que nation, en tant que Conseil national de transition, apporter les solutions pour que cette énergie, elle soit, comment dirais-je, tarifée à un prix tel que ça vaille le coup pour tout le monde, et surtout faire en sorte de faire fonctionner ensemble toutes les solutions qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour certaines qui sont tout à fait fiables, tout à fait mesurées, etc. Pour d'autres qui sont plus hypothétiques, pour dire les choses clairement, on n'a jamais fait, même si je peux témoigner qu'il y a toute une série de petits moulins dans les campagnes qui produisent de l'énergie et qui la revendent à EDF. Peu de gens le savent, mais ça marche très bien. EDF achète de l'énergie, et pour cause, elle est en pénurie d'énergie. On est en sous-production actuellement en France, notamment à travers les centrales hydrauliques ou nucléaires. Donc, l'EDF est preneur, achète, et il l'achète plutôt à bon prix d'ailleurs, hein. Donc, les particuliers qui ont des solutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pas l'énergie pour eux, ils la revendent, ils rentrent dans les affaires, ils rentrent dans le business, si je puis m'exprimer ainsi. Et certains s'en portent très bien. Et puis, il y a les autres qui disent, ben non, maintenant que sur les panneaux photovoltaïques, ben, on me paye quasiment rien le kilowattheure, ben, je vais mettre des panneaux pour ma consommation propre. Ben, c'est bien. Sauf que le prix du panneau photovoltaïque, il n'a pas diminué, voire même pas du tout, quoi. Et donc, ça veut dire que l'amortissement financier de l'investissement que j'ai fait sur mon panneau, au lieu de se faire sur 6, 7 ou 10 ans, il va se faire sur 20 ans. Et dans 20 ans, mon panneau, il est mort et je recommence à zéro. Donc, ce sont ces phénomènes qu'on veut éviter, plus le fait qu'effectivement, le recyclage des cellules photoélectriques des panneaux photovoltaïques pose un problème, pas majeur, mais un vrai problème d'équilibre écologique. Voilà, donc il y a aussi l'aspect équilibre à trouver, quoi, entre ce que ça pollue au départ, ce que ça produit à l'arrivée. Voilà, donc les solutions, il faut qu'elles soient pesées, sous-pesées, révisées. Et puis, voilà, ces filières énergétiques, il va falloir bien les calibrer. Et le point, à mon sens, le plus important, il est d'ordre politique, c'est comment faire en sorte que nous soyons autonomes, nous, France, c'est-à-dire que si demain il arrivait qu'on mette un coup de crayon sur les frontières et qu'on extrait la France du reste de la planète, comment est-ce qu'on pourrait être autonome? Alors, dans les régions montagneuses, on a compris qu'avec les chutes d'eau, c'était possible. Dans les régions où il y a du vent, bon, à peu près. Dans les régions où il y a de l'eau, en général, ça marche. Mais dans toutes les autres régions, on fait comment? Et puis surtout, dans les grandes villes, on fait comment? Donc là, voilà. Donc, comme on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, pas assez, en tout cas, à ma connaissance, la nappe de gaz à lac, elle est quasi épuisée. On n'a pas fait de recherche en France depuis très longtemps. Le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, fait des introspections régulièrement pour savoir si par hasard on n'aurait pas dans le bassin parisien de quoi aller chercher du pétrole. Alors, ils cherchent dans le bassin parisien. Au début, ça peut paraître un petit peu idiot, mais d'abord, ils ont sûrement leur raison, mais j'en vois une principale, c'est que c'est 40% de la consommation d'électricité en France. Donc, c'est mieux de chercher à proximité à cet endroit-là plutôt que d'aller chercher dans les campagnes et, entre guillemets, avoir à résoudre les problèmes de transport.
Donc voilà, Surtout, donc surtout que Philippe, on n'a pas parlé d'un autre aspect, parce que oui. philosophiquement, au niveau du CNT, ce qu'on veut, c'est avoir l'indépendance et avoir l'énergie en abondance. Mais on n'a pas parlé d'un sujet important au niveau de l'habitat, c'est tout simplement tout ce qui est rénovation de l'habitat pour économiser de l'énergie. Et justement, dans les villes, notamment dans le bassin parisien, c'est très important. Alors oui, l'économie, c'est un passage peut-être obligé parce qu'on n'y coupera pas, comme on dit. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'y coupe pas, hein. On est obligé effectivement de passer de la classe énergique E, parce que la moyenne France, c'est E, hein, il faut le savoir, à D ou C. C'est très bien, mais c'est un petit peu, je dirais pas côté sur jambe de bois, mais c'est un peu se dire, ça me fait penser à cette expression pendant la guerre où on nous disait nous vaincrons parce que nous sommes les meilleurs. Ça, c'était pardon, en 39, 1939, fin 39. La drôle de guerre n'était pas commencée. Et puis après, il y a eu Narvik, la bataille de Narvik, et subitement, la route du fer a été coupée, récupérez vos boîtes de sardines. Donc là, quand on récupère les boîtes de sardines, ça veut dire qu'il n'y a plus d'approvisionnement et qu'il faut faire des économies pour faire des canons, pour faire ce qu'on veut avec du fer, quoi, tout simplement. Donc cette route du fer qui était coupée nous obligeait les Français à récupérer les boîtes de sardines. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que l'économie n'a pas lieu d'être. J'ai juste envie de dire que c'est un passage provisoire en attendant que nous soyons surabondants en production d'énergie. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc l'économie fait partie du jeu, mais elle n'est pas un objectif final. Parce que l'objectif final, et on a beau faire des économies d'énergie, la population grandit, les besoins augmentent, comme on vient de le dire, et on va forcément à nouveau se retrouver face à des pénuries ou à des difficultés d'approvisionnement en énergie. Et là, comme on aura serré les boulons de partout, ben, on ne pourra plus les serrer. Donc, si on se contente de dire il faut économiser l'énergie, c'est assez anxiogène, à mon avis. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus économiser plus que ce qu'on a déjà économisé et qu'il conviendra de trouver autre chose. Donc, il faut déjà se mettre dans la position de trouver autre chose. Et tout ce qu'on a dit, ça convient, hein, ça convient. Alors après, l'autonomie, je pense que tous les pays voisins ne sont pas plus bêtes que nous. Les Allemands en particulier, ils ont des solutions. Ils en sont encore aux centrales à charbon, à ma connaissance. Mais ils hésitent encore sur les filières à suivre. Ils veulent vraiment passer des accords avec la Russie pour recevoir du gaz d'Ukraine. Voilà. Eux, ils sont très filière russe gaz. Bon, voilà, chacun a sa stratégie, chaque pays a sa stratégie. Nous, on peut dire qu'on a aussi du gaz par le sud, hein. L'Algérie est un fournisseur de gaz évident, mais qui arrive avec des méthaniers, ça a un coût. Voilà, le coût du gaz, il augmente, etc. Donc, on ne sera pas autonome tant qu'on sera dépendant des hydrocarbures, donc gaz et pétrole, et qu'on n'aura pas trouvé de solution alternative, comme on les a cités tout à l'heure, que ce soit par le végétal, que ce soit par l'autre solution, que ce soit par les algues. Oui, il y a des solutions techniques, que ce soit pour les moteurs à essence, les remplacer par d'autres liquides tels que des huiles. Et là, effectivement, il y a des pistes à creuser. C'est avec ça qu'on va se rendre autonome. Et là, il va falloir lancer pratiquement un concours. Quand on sera aux affaires, on va pratiquement lancer un concours autour de tous ces sujets. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous avons dans les commissions qu'on avait des gens parfaitement qualifiés pour cerner tous ces problèmes, voilà, et qui sont qualifiés, voilà, et capables de nous aider. Tu parlais de l'Allemagne, c'est vraiment l'exemple typique d'un problème politique, parce que l'écologie politique en Allemagne a abouti à de la pollution par rapport aux centrales à charbon, alors que le nucléaire ne polluait pas. Mais c'est une décision politique, uniquement politique. C'est l'absurdité qui existe des fois quand on écoute certains écologistes qui sont des écologistes politiques, orientés politiquement. Voilà. Oui, oui, donc autonomie, oui, à quel prix, selon quelles conditions. Alors, je ne dis pas que la vie sera rose, mais quand on sera aux affaires, donc on va découvrir un certain nombre de solutions techniques. On va être accompagné par des ingénieurs qui ne sont pas dogmatiques, qui ne seront pas dépendants des grands lobbies de l'énergie, n'oublions pas. On ne va pas faire des heureux. Il y aura plein de gens qui nous diront c'est pas possible, machin, c'est juste pas possible, etc. Moi, quand je vais en Allemagne, je vais rarement, hein, mais je vois qu'à peu près 40% des toits des maisons sont couverts de panneaux photovoltaïques. Alors, est-ce qu'ils sont plus malins que nous? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc? Ben non, la réponse, elle est dans ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la filière a été écroulée en France en décidant de saigner à blanc les personnes qui décidaient de mettre des panneaux sur leur toit.
alors que les Allemands, ils ont décidé d'accompagner fiscalement, tout simplement, les personnes qui mettent des panneaux sur leur toit. Et voilà, comme les Allemands ont cette technique depuis longtemps. Donc, ça peut passer aussi par la fiscalité, c'est-à-dire que si vous mettez un panneau, eh ben, vous avez un abattement d'impôt, ou bien je vous rembourse tant de kilowattheures, et c'est durable sur 20 ans, et c'est pérenne. Alors qu'en France, on a voulu faire la même chose, et c'est pas du tout pérenne, parce que l'opérateur, il a coincé. Mais la France, c'est pas le pire exemple. Le pire exemple, il est en Espagne. Je pense que Bruno, t'en as dû en entendre parler. Les Espagnols ont été à un moment donné invités à acheter des panneaux photovoltaïques de grande taille. Mais ça coûtait une blinde, hein, ça coûtait 40, 50 000 euros. En fait, c'était un placement financier. Et beaucoup ont placé leur argent dans un panneau. Voilà, ils pouvaient mettre leurs initiales sur le panneau, hein, physiquement, il était identifié. Et l'Espagne ayant du soleil, ben voilà, donc c'est bien. Donc c'était ça a été la folie de cette affaire-là. Et l'Espagne a fait comme la France, c'est-à-dire a amené un contrat en disant, ben voilà, on vous rembourse n'importe quoi, 50 centimes d'euros le kilowattheure. Bon, ok, d'accord, cochon qui s'en dédie, c'est signé, c'est avec un papier, une signature, c'est un contrat. Et puis quelques mois après, l'opérateur espagnol s'est tourné vers le gouvernement en disant mais non, mais ça va pas du tout, on perd tout ce qu'on veut. Donc non seulement il faut revenir à un ancien système, mais en plus il faut envoyer la facture de tout ce qu'on a perdu aux gens qui sont propriétaires des panneaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc nous on n'a pas eu ce retour de bâton, on n'a pas investi et tout perdu. Voilà, c'est un vrai scandale ce qui s'est passé en Espagne, dont on n'a pas écho en France ou très peu. Voilà. Bien. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Ben oui, j'aurais juste voulu dire une chose, c'est que ici même, au sein du Conseil national de transition, nous avons une énergie qui nous est propre, c'est la souveraineté. Et pour venir nous rejoindre, eh bien pas de problème, www.conseilnational.tv ou alors en s'abonnant à notre chaîne YouTube. Excellent week-end les amis, excellente soirée, on se retrouvera lundi à partir de 20h30. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition.